Bonjour, je suis Diana Sarra de Cobos. Je suis maître de conférence à Bordeaux, à l'IUT, dans le département technique de commercialisation. Et je me suis spécialisée dans les études latino-américanistes dans le cadre de la civilisation. Alors, j'ai réalisé une thèse sur un titre un peu grandiloquent sur le mal développement de l'Équateur, analyse des relations entre santé, éducation et environnement, et je me suis concentrée sur la ville de Quito. J'ai soutenu ma thèse en 2009, une longue thèse de 7 ans, donc j'ai commencé en 2002, et à l'université de Tours. Sous la direction de... Et sous la direction de mon ami actuellement, depuis les temps de la thèse de mon ami Andrés Bansart. Très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on commence par, on parle un peu de toi, de ton parcours. Est-ce que tu es venu tout de suite à l'espagnol, enfin les études, hispaniques, tu vois, au sens où on l'entend, enfin comme on l'entend en France? Ou est-ce que tu as fait des choses avant et puis finalement tu te dis: «Ah non, c'est ça que j'ai envie de faire». Donc parle-nous un peu de tes études, du choix de ces études et cetera. Donc, je suis venue en France après un bac au lycée français à Quito pour faire une prépa, une hypocagne BL, donc où j'avais des cours aussi bien de littérature que d'économie mathématique. Et cette expérience classe préparatoire était très difficile pour moi. Je n'ai pas compris en arrivant d'Équateur ce que cela représentait en fait en termes d'investissement, de travail, psychologiquement très difficile. Ça a été pour moi de comprendre l'intérêt de cette classe prépa, mais je l'ai compris après. J'ai compris après que l'exigence de cette première année m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et donc, quand j'ai décidé d'arrêter cette prépa, je voulais absolument valider ma première année et je voulais, une des matières qui m'avait passionnée pendant cette année de prépa, c'était l'espagnol. Et donc, étant ma langue maternelle, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et j'étais d'autant plus intéressée par l'espagnol que j'avais de très mauvaises notes en traduction. Et je me disais, je ne comprends pas comment est-ce possible ayant l'espagnol comme langue maternelle, je ne puisse pas traduire et que je fasse autant de fautes et que je n'arrive pas à le faire. Donc, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et donc, j'ai découvert la formation donc c'est toujours le cas, langue, littérature et civilisation hispanique et hispano-américaine. Je me suis inscrite en deuxième année et j'ai compris tout de suite que c'est ce que j'aimais faire. J'aimais la littérature, j'aimais la linguistique, j'aimais aussi la civilisation. Et donc, j'ai fait un DUG à l'époque, hein, c'était un DUG, licence, maîtrise. J'ai fait une maîtrise en littérature sur l'écrivain équatorien Iván Egues, avec un titre que j'aimais beaucoup, Amor, humor y rumor en las obras de Iván Egues. Mais ce n'était pas la littérature qui éveillait en moi la volonté de faire des recherches. Donc, pour mon DEA, j'ai rencontré Andrés Bansart lors des séminaires de DEA. Et là, j'ai compris que c'était plutôt les sciences politiques qui m'attiraient énormément. Et j'ai passé de la littérature à la civilisation. Et j'ai donc fait un DEA sur les problèmes environnementaux en Équateur. Et donc, la thèse a suivi après. Donc, un cours vraiment traditionnel de DUG, licence, maîtrise, DEA et thèse. Alors, avant qu'on parle de la thèse, qu'on entre vraiment dans le sujet, du pourquoi tu l'as formulée de cette manière-là, comment tu as travaillé, est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré? En tout cas, ce que tu voulais démontrer au départ et puis vers quoi tu as débouché, parce qu'on ne démontre pas toujours ce qu'on avait l'intention de démontrer au départ. J'aimerais bien que tu nous dises, ça c'est des questions que je me pose beaucoup en ce moment, sur la vocation. Pourquoi tu es devenue prof? Parce que bon, tu pouvais te dire l'espagnol, voilà, je veux travailler dans ce domaine, mais tu aurais pu l'appliquer, je sais pas moi, dans l'entreprise ou que sais-je, la diplomatie. Est-ce que tu fais partie de ces profs qui avaient la vocation? C'est-à-dire de tout temps à jamais, tu t'étais dit: «Moi, je veux être prof», ou est-ce que tu étais un peu sur les rails et puis ça t'a porté vers la profession? Je crois que c'est vraiment une construction. Quand je suis venue en France pour faire mes études,
je voulais rentrer en Équateur euh, pour, pas pour enseigner, parce que en fait, au départ, je rêvais de justement, j'aimais beaucoup la diplomatie et je voulais par la suite faire des études des études plutôt liées oui, aux relations diplomatiques. Mais l'enseignement, c'est venu, c'était une découverte en fait, parce que je en tant qu'équatorienne, moi, c'était très compliqué pour moi financièrement. C'est-à-dire qu'en tant qu'équatorienne, je n'ai pas eu de bourse, je n'ai pas eu d'aide. Et donc, quand je suis venue voir Andrés pour lui dire, je veux absolument faire une thèse parce que ça me passionne la recherche, c'était vraiment une passion, euh, aide-moi à trouver des cours. Aide-moi à trouver des cours à la fac et parce que financièrement, je ne pourrais pas et je ne vois pas rentrer en Équateur maintenant alors que je veux faire cette thèse-là. Et donc, euh, on me connaissait bien à Tours, j'étais leur étudiante depuis le DUG et j'ai eu un premier poste de lectrice. Et là, ça a été une révélation. J'ai compris que c'était ma vocation. Et je m'amuse souvent à dire que lorsqu'on est enseignant-chercheur, on ne peut le faire que lorsque la recherche est une passion et l'enseignement c'est une vocation. Sinon, c'est dur, c'est des fois ingrat. Donc, il faut vraiment le sentir. Et là, quand j'ai commencé à donner des cours, je me suis dit, non, c'est ce que je veux faire. Et je me suis accrochée, je me suis vraiment accrochée à l'enseignement, à la recherche. Et j'ai donc, c'est venu à moi. Et j'ai vite oublié finalement les consulats, les ambassades et la politique, parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. La politique est toujours un sujet qui me plaît, mais maintenant je le vois d'un autre angle. Alors, après toutes ces années, bon, c'est pas non plus des lustres, mais enfin, quelques lustres, mais est-ce que la passion, là, tu as parlé de la passion pour l'enseignement, est-ce qu'elle est toujours vivace ou est-ce que c'est comme les couples, au bout de quelques années, ça s'estompe et puis là, tu gères l'amour? Est-ce qu'il en reste? Oui, beaucoup. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais. J'adore enseigner. C'est quelque chose qui me... Je pense que c'est une vocation. J'aime transmettre quelque chose. Mmh. J'aime voir de temps en temps, parce que d'une promotion, nous, en fait, à l'IUT, on a des promotions. J'ai une promotion de 130 étudiants, donc par groupe. Et de ces 130 étudiants, lorsqu'il y en a un ou deux qui s'intéressent à ce que je raconte, pour moi, c'est déjà super. Mmh. Et, et je suis ce genre de prof qui aime travailler ses cours. J'actualise beaucoup mes cours. Je les travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crée souvent beaucoup de liens entre mes recherches et mes cours. Et ça, grâce au fait qu'en étant à l'IUT, je suis enseignante d'espagnol. Et dans mes cours d'espagnol, je fais ce que je veux. Et Ouais. donc, je traite les sujets que je souhaite traiter avec les méthodes que je souhaite mettre en place. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis toujours aussi passionnée par l'enseignement. Avec des creux, des très grands creux, lorsque j'ai de la paperasse administrative à faire. Et là, je me dis non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça mon métier. Mais on est obligé. On est obligé de passer des heures à faire de l'administratif. Et c'est ce côté-là qui me déplaît le plus. Mais après, l'enseignement, toujours aussi fort, et j'espère que ça va rester comme ça. Bah, écoute, on croise les doigts, on croise les doigts. Alors, allez, venons-en à la thèse. Pourquoi alors on a compris le lien, j'allais dire la filiation, disons en tout cas le lien clair, la continuité évidente avec ton sujet de DEA. Mais explique-nous pourquoi tu t'es dit: «Voilà, je vais le poser comme ça, en articulant ces différentes choses entre elles». Alors, là, là aussi, c'était un jeu d'Andrés parce que je suis venue le voir pour lui dire que j'étais vraiment très intéressée pour donc faire cette thèse-là. Et lui m'a dit, mais tu veux travailler sur quoi? Et donc, après avoir travaillé sur les problèmes environnementaux en Équateur, il m'a dit, voilà, il faut que tu cherches quelque chose euh, à développer. Soit tu développes la même chose, soit tu... Mais il ne me disait rien et moi, j'attendais un petit peu son aide dans cette réflexion. Et ça venait pas. Et on se rencontrait et on discutait et on refaisait le monde tous les deux.
Et un jour, je lui dis, en fait, je crois que ce qui m'intéresse, ce qui me pose problème dans tout ça, c'est le terme de développement. Et il rigole, il sourit. Et il me dit pourquoi. Donc, je lui dis, voilà, parce que d'un point de vue sémantique, ça me perturbe. Est-ce que c'est ça, comment je peux prendre le sujet? Et il vient et il me dit, mais est-ce que réfléchis à ce sujet-là, au développement, et on voit la prochaine fois s'il y a des aspects que tu souhaiterais traiter. Donc, le temps passe et je me suis focalisée sur l'éducation, c'est un sujet qui m'intéressait, et l'environnement également. Et en lisant, en cherchant déjà à l'époque sur Internet, mais en cherchant euh, des sujets sur l'environnement, sur l'éducation, j'ai vu qu'il y avait la santé qui était aussi souvent très liée à ces deux autres concepts. Et donc, je viens le voir, je lui dis en fait, ce que j'aimerais, c'est travailler sur le développement suivant 3 axes. Donc, la santé, l'éducation et l'environnement. Il sourit, il rigole, il part dans son bureau et il revient avec un tout petit livre où il y avait un triangle et où c'était marqué El Ecodesarrollo par Andrés Bonsard. Et dans ce triangle-là, il y avait santé, éducation, environnement. Et je lui dis, d'accord, pourquoi tu m'as fait attendre? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Et il m'a dit, c'était à toi de trouver ce lien-là et bah, tu l'as trouvé toute seule. Et donc, le but de cette thèse, d'une part, c'était de montrer, j'ai beaucoup travaillé sur les concepts, qu'est-ce que le développement, montrer peut-être les fausses routes sur la complexité sémantique du terme développement. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument, dès le titre, marquer le mal développement de l'Équateur pour montrer que ce n'est pas un sous-développement, mais un mal développement. Et j'ai travaillé aussi donc sur les concepts de santé, éducation et environnement. Et en les reliant, je voulais montrer que si les politiques publiques s'intéressaient aux liens qui existent dans ces 3 domaines, on pourrait mettre en place des politiques plus justes, plus viables. Et c'était mon objectif. Je me suis rendu compte en travaillant sur l'Équateur, donc depuis la période de 1948 à 2008, qu'en Équateur, il y a quand même un cadre légal très intéressant, mais que ce sont finalement l'application des politiques qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et donc, ça a été un peu la conclusion de mes travaux, c'est de me dire, finalement, on le sait, mais on ne l'applique pas. Et donc, j'ai pu montrer avec ma thèse que les problèmes de développement de l'Équateur venaient de ce dysfonctionnement-là entre le cadre juridique ou légal qui existe et l'application des politiques publiques, donc dans ces 3 domaines de la santé, éducation et l'environnement. Alors, le mal développement, est-ce qu'il est équivalent pour ces 3 domaines? Ou est-ce que tu remarques qu'il y en a un qui roule moins vite, qu'il y en a un qui ou pour le coup, tu pourrais parler peut-être de meilleur développement, à défaut de parler de bon développement? Tu vois, quelle différence tu fais entre les 3 secteurs? Je crois que le secteur, finalement en Équateur, en raison du besoin d'exploiter le pétrole et en raison d'une économie qui repose sur l'exploitation des ressources pétrolières, minières, naturelles, l'environnement est disons que c'est le domaine où il y a vraiment un retard énorme. Parce que dans l'éducation, il y a des politiques, elles ne sont pas forcément toutes mises en place, où il y a encore beaucoup de choses à faire, dans la santé également. Mais je crois que c'est l'environnement qui mérite un intérêt plus important, parce que finalement, et c'est un petit peu ce qui me trottait dans la tête dès le début de ma thèse, que je ne savais pas comment l'expliquer. Je disais à l'époque, ce qu'on ne comprend pas, c'est que si on n'a pas, et c'est fou parce que maintenant on en parle tout le temps, à l'époque on parlait beaucoup moins de ça, mais s'il n'y a plus de terre, et si on n'a plus de lieu de vie, la santé, l'éducation, ce sont des sujets finalement périphériques. Donc, et finalement, c'est pour ça que
je suis revenue finalement à la question environnementale. Tout le temps revient dans mes recherches la question environnementale. Donc, je n'ai pas laissé de côté les aspects santé et éducation, mais ils reviennent moins dans mes recherches. Je me suis concentrée dans la partie environnement, et ce qui a été une coïncidence, ou en tout cas, j'ai senti vraiment que je n'avais pas fait fausse route, parce que moi, j'ai commencé ma thèse en 2002, et à travailler sur les questions de développement, d'alternatives au développement, une recherche d'un meilleur développement ou un autre développement. Et en 2008, il y a la Constitution équatorienne qui vote le bien vivre, le buen vivir. Et donc, je me dis, mais c'était ça en fait. En fait, mes recherches ont abouti à, pile au moment où moi je terminais en 2009, mais un an avant, était votée la Constitution équatorienne avec cette notion de bien vivre. Et donc, c'était agréable de voir que je ne m'étais pas trompée dans ce sujet-là Mmh. parce que c'est important. Oui, c'est ça, c'est le cœur de tout le finalement tout le reste, tributaire de cette chose centrale que tu avais commencé à voir déjà dans ton DEA. Oui, tout à fait. Et alors voilà, tu as soutenu en 2009. Depuis, alors est-ce que ce mal développement s'est un peu amélioré? Est-ce qu'on en est toujours au même point et tu as plus qu'à pleurer toutes les larmes de ton corps? Je pleure un peu quand même. C'est-à-dire que j'ai eu une période d'un grand optimisme, peut-être un optimisme aveugle. J'ai cru vraiment dans cette constitution de 2008. J'ai cru réellement dans les premières années du gouvernement de Rafael Correa, dans lesquelles il y a eu des changements positifs. Il y a eu des politiques publiques mises en place pour soutenir ce bien vivre. On a beaucoup écrit sur le bien vivre. On a eu l'occasion avec Emmanuel de faire à Nanterre donc une journée internationale sur le bien vivre. On a bien compris que c'est extrêmement complexe à définir. Donc cette complexité fait qu'aujourd'hui, il est presque inapplicable. En fait, les politiques publiques sur le bien vivre sont presque inapplicables. En fait, Mmh. on a trop besoin du pétrole pour ne plus l'exploiter. Euh, pour quelqu'un qui vient d'un milieu aisé de bien vivre, c'est tout justement aller passer des vacances peut-être à Miami, alors que le bien vivre pour quelqu'un, pour une famille rurale à Cotopaxi, c'est dans la province la plus pauvre de l'Équateur, ça sera peut-être le bien vivre manger à sa faim. Donc, tant qu'on a finalement, le concept est très complexe et il y a trop d'inégalités pour que finalement on se retrouve tous, ou tous les Équatoriens se retrouvent sous ce même concept. C'était beau parce que je trouve que intégrer El Buen Vivir dans la Constitution, c'était vraiment positif. Ça a permis d'intégrer dans la Constitution les droits de la nature, ce qui est unique au monde. Donc, on a été les premiers à l'introduire dans la Constitution. On a été les premiers à mettre en place cette notion de bien vivre. Et l'Équateur a été aussi le premier pays à intégrer dans sa constitution la notion d'économie sociale et solidaire. Donc, Oui. pour moi, ça a été vraiment, cette constitution-là, c'était le point de départ d'un réel changement parce que j'ai senti que lorsqu'il a été créé, au moment de l'Assemblée constituante, lorsqu'on a discuté sur tous ces sujets, je sentais que le pays vivait un changement radical de projet de vie. Oui. Malheureusement, avec les prix du pétrole qui ont chuté, avec moins de financement pour les politiques sociales, on voit que les changements n'ont pas abouti, ne sont pas construits, n'ont pas été terminés. Aujourd'hui, on connaît tous les problèmes qu'il y a eu aussi de corruption. Mais moi, le premier gouvernement de Correa m'a paru, je sentais que c'était un moment, le moment idéal pour mettre en place toutes ces politiques sanitaires, d'éducation, d'environnement. Et au début, ça l'a été. Je pense toujours que les choses ont changé pendant ces premières années de gouvernement de la Révolution Ciudadana, mais l'économie a un petit peu pris le pas Oui. et a fait comprendre que c'était bien beau de rêver un bien vivre, mais que sans des ressources financières, l'État ne pouvait pas faire grand-chose. Et après, sans volonté politique non plus. Et on se retrouve aujourd'hui avec le pays dans une très grave crise économique, sociale, environnementale.
Et donc, comme tu me posais la question tout à l'heure, je souffre beaucoup de voir que les choses n'ont rien changé. Et alors quoi, c'est un rendez-vous manqué ou un rendez-vous impossible? Je me pose la question. Je me pose la question parce que ce sont des enjeux. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, je n'avais pas l'impression qu'on s'intéressait à ça autour de moi ou, euh, ou de manière générale. Et maintenant, ces sujets-là reviennent un peu partout. Et je me dis qu'on n'a pas trop le choix, en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'Équateur oui, je pense qu'on a raté, l'Équateur a raté l'opportunité de montrer en Amérique latine et même au monde qu'il y avait un changement possible et un autre modèle. Je pense on a vraiment raté cette opportunité-là. Pour quelles raisons? Les raisons sont multiples, mais j'y crois encore, moi, toujours. Je me dis que est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se dire, bon, revenons au point de départ, qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'initiative Yersunité, elle a échoué. Mais d'un point de vue intellectuel, c'était extrêmement puissant de dire qu'un petit pays comme l'Équateur, qui dépend des ressources pétrolières, décide de les laisser sous terre, ne pas les exploiter, mais qu'il a besoin d'une compensation internationale. La compensation que l'Équateur demandait est représentée, était infime par rapport à ce qu'on dépense aujourd'hui avec les compensations carbone, etc. Ça n'a Mmh. pas abouti. Là aussi, les raisons sont politiques, économiques, culturelles, mais c'était vraiment, c'était, euh, c'était très audacieux de se dire qu'on peut faire ce genre de choses. Malheureusement, encore là, un rendez-vous manqué. Donc peut-être qu'il faudrait que je me penche sur comment faire pour re-enclencher cette dynamique que je pense que le pays aussi a senti dans les années 2018, 2010 jusqu'à 2015. On sentait quand même une dynamique intéressante. Alors tu t'es appuyé, moi en littéraire, je vais te parler de corpus, ça a pas beaucoup de sens pour toi, mais tu t'es appuyé sur quoi comme source, comme document pour mener ta réflexion? Alors, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que je cherchais une base théorique. Et le souci qu'on a quand on est, entre guillemets, civilisationniste, c'est qu'on n'est pas économiste, on n'est pas sociologue, on n'est pas anthropologue, en fait, on ne sait pas ce qu'on est. Et donc, du coup, quand moi, j'allais en Équateur pour mes recherches, on me demandait souvent, mais tu es quoi, économiste, sociologue, anthropologue? Et donc, en cherchant ce que j'étais, j'ai trouvé l'enfoque et la démarche très intéressante de l'écologie politique. Donc, je me suis intéressée à l'écologie politique comme par ce côté multidisciplinaire, par un côté Mmh. multidimensionnel aussi. Et qu'est-ce que cette écologie politique? C'est tout simplement l'étude de comment l'homme vit, travaille, vit dans son milieu, comment il a les relations qu'il a avec les autres. Et donc, c'est grâce à l'écologie politique qui a été théoriquement traitée par Alain Lipietz. Et donc, c'est par la théorie d'Alain Lipietz et de l'écologie politique que j'ai construit mon corpus théorique. Et par la suite, des chercheurs comme Serge Latouche, comme André Gors, Ivan Illich. Donc, ce sont des chercheurs qui se questionnent sur le développement, en fait. Et ça a été disons, mon corpus ou ma base théorique. Et ensuite, pour tout ce qui est travail d'analyse, c'est la Constitution, ce sont les textes juridiques. J'ai beaucoup travaillé sur les plans, c'est-à-dire plan national del buen vivir, sur les textes étatiques, finalement, le cadre étatique pour la mise en place des politiques. Donc, ce sont des textes, des sources, c'est les textes d'État, en fait, que j'ai épluchés pour voir comment ils mettaient en place les politiques.
et aussi, et beaucoup également sur la presse. J'ai épluché beaucoup d'articles sur les trois sujets, sur la santé, l'environnement, l'éducation, sur les trois ensemble, parce que comme j'adore faire des relations, dont je me retrouvais avec pas des triangles, mais des triangles qui sont trop croises. Et donc, j'ai épluché comme ça aussi. J'ai beaucoup travaillé sur la presse. Chose que je n'ai pas faite parce que je n'avais pas les moyens théoriques, en fait, je n'avais pas les mécanismes, je ne savais pas comment faire. J'ai très peu travaillé sur les entretiens. J'aurais voulu, maintenant je regrette. Mais je n'avais pas à l'époque les moyens, je ne savais pas comment mener un entretien euh, je ne l'ai pas fait. Je regrette maintenant parce que ça aurait donné peut-être à mes recherches un côté plus humain. Je suis restée dans ma thèse avec un aspect extrêmement euh, théorique, Mmh. vraiment théorique, et je n'ai pas, c'est ce que je regrette, peut-être ne pas avoir su échanger avec les acteurs. J'avais pas compris à l'époque l'importance des acteurs, et pourtant Andrés, pendant toute ma thèse, il me parlait de la investigation, action, mais j'ai eu du mal, moi, à, à aller vers ces acteurs-là. Je le fais maintenant, plus, mais toujours sans outils, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je manque d'outils peut-être en sociologie pour pouvoir mener des entretiens construits ou que je puisse savoir comment les traiter après, parce que voilà, il ne s'agit pas uniquement de transcrire ce qu'on m'a dit, mais il y a sûrement des techniques pour pouvoir mettre en valeur ces entretiens. Donc, je manque d'aisance vis-à-vis du traitement, comment faire des entretiens et comment les mener. Bon alors on l'a compris, ce fameux directeur espiègle, et qui attendait son heure que tu en viennes au sujet que tu étais destinée à faire, on l'a bien compris, il attendait là patiemment. En dehors de lui qui a joué un rôle très, très important manifestement, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont aidé, qui t'ont conseillé ou simplement dont la présence, a été, stratégique à un moment ou à un autre et dont tu voudrais parler aujourd'hui? Très bien. Alors, Andrés Bansart a été effectivement un réel pilier pour moi. Intellectuellement, pédagogiquement, il est devenu un ami parce il a partagé avec moi vraiment toutes ses connaissances sans, en me donnant vraiment envie de continuer à faire de la recherche. Et avec une générosité, c'est le mot que je cherchais, avec une très grande générosité. Il a partagé avec moi tout ce qu'il connaissait, euh, sa façon de voir la recherche, l'enseignement. Euh, Après, j'ai eu des recherches très solitaires parce que je n'ai pas eu à Tours d'autres soutiens que lui. J'ai quand même souvent senti que je cherchais seule, que j'étais assez seule finalement euh, dans le cadre des recherches du labo le Ciremia à Tours. Euh, et je n'ai pas eu vraiment de soutien autre qu'Andrés. Et après, le souci que j'ai eu aussi, c'est que à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait faire des co-directions de thèse. Et lorsque je partais en Équateur pour faire mes recherches, j'étais toute seule là-bas aussi. Et donc, du coup, je n'avais pas quelqu'un pour, pour un petit peu m'accompagner. Donc, j'arrivais toute seule dans les universités, je me présentais comme doctorante, mais de qui, pourquoi. Donc, j'étais équatorienne, mais qui a fait ses études en France. Mais en France, j'étais l'équatorienne qui fait ses études sur l'Équateur. Donc, ça n'a pas été simple pour moi de créer un réseau. Je n'ai pas réussi à créer ce réseau-là qui aurait été très utile pour moi pour mes recherches. Après, euh, j'ai beaucoup j'ai eu en fait de l'aide de personnes un peu inconnues, c'est-à-dire que quand j'allais à la Flax, je rencontrais les personnes qui se chargeaient de la bibliothèque. Elles m'aidaient beaucoup, elles me donnaient beaucoup de conseils. Pareil, dans les institutions publiques en Équateur, les personnes qui m'accueillaient dans les services m'accueillaient vraiment très, très bien. Et ce sont elles finalement qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place toute ma recherche de textes, de plans, de lois. Mais autre qu'Andrés, non, j'ai eu quand même des recherches assez solitaires.
Bon. Alors, en même temps, tu étais gâtée parce que tu as eu un très, très bon directeur de thèse. Donc, j'ai envie de te dire, on ne peut pas tout avoir. Voilà, oui, c'est vrai. Bon, alors, la solitude que tu as pu éprouver, en particulier quand tu étais en Équateur, et puis cette impression de bah, là-bas, tu étais ici, ici, tu étais là-bas, etc. Bon, mais est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que tu as rencontrées qui seraient propres à ton sujet ou des difficultés plus générales? Et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les résoudre? Donc, d'une part, quant à la thèse et au sujet, donc les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était euh, le très, très lourd travail de lecture pour pouvoir montrer toute cette complexité sémantique. Donc, mes sources et ma bibliographie sont très, très importantes. Donc, Mmh. j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à lire, à lire, à lire, à faire des fiches. Et à un moment donné, en fait, tu es submergé par autant d'informations. Donc, difficile à traiter, évidemment, ensuite. Difficile aussi à faire des choix. Pourquoi je garde ces sources-là, pas celles-ci? Ouais. Pourquoi je garde ces références bibliographiques-là et pas les autres? Donc, tout ça, c'était assez compliqué à gérer parce qu'à un moment donné, il faut se dire, j'arrête de lire. J'arrête d'accumuler de l'information. Il faut passer à la rédaction, il faut passer à la construction de mon discours qui va reposer évidemment sur le travail d'autres chercheurs, mais à un moment donné, ça a été de faire le pas entre voilà ce que j'ai comme recherche et maintenant je me lance pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire avec mes propres mots en évidemment ayant une base théorique solide. Donc, ça a été la difficulté d'un point de vue, disons, euh, d'écriture de la thèse. Mmh. Parallèlement, moi, j'ai rencontré euh, deux grandes, deux grandes difficultés, en fait. La première, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été le financement. Je n'ai pas eu de financement. Donc, j'ai commencé avec un poste de lectrice. J'ai fait une deuxième année de lectrice. J'ai eu deux postes un contrat ensuite en remplacement d'un enseignant. Et ensuite, je devais chercher des cours un peu partout, courir partout. Donc, je faisais 35 heures de cours par jour en rédigeant ma thèse à côté. Donc, à la fin, c'était pesant. Heureusement que j'adorais enseigner, mais si j'avais eu du financement, j'aurais, pense, pu mener ma thèse plus sereinement. Ça a Mmh. été la question financement, pour moi, ça a été très compliqué. D'autant plus que je fais une thèse longue, parce que j'ai fait une thèse en 7 ans. Et donc, à l'époque, je pense qu'on avait 5 ans, on devait demander des dérogations au vu de l'avancée de la thèse. Donc ça, il n'y avait pas de problème parce que je travaillais vraiment de manière très régulière, j'avançais, j'avançais. Donc je savais que j'allais la terminer, mais en travaillant entre 30 et 35 heures par semaine de cours, à l'époque, je devais tout préparer. Donc pour préparer une heure de cours, je passais 5 heures à les préparer auparavant. Et j'avais des cours un peu de tout. Donc, et heureusement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un profil très, finalement très divers. Mais je devais préparer ces cours, donc ça a été compliqué. Et donc, à un moment donné, comme je n'avais plus de cours et plus de contrat, j'ai reçu, ça a été un choc pour moi, ça a été personnellement, je l'ai pris vraiment très mal, parce que j'ai reçu de la préfecture une invitation à quitter le territoire français parce que je n'avais pas terminé ma thèse et que je n'avais pas de travail. Et donc, cette fameuse, comment on l'appelle, c'est un petit nom, là, l'acronyme, bon, euh, la demande à quitter le territoire français, ça a été dur pour moi. Je l'ai très mal vécu. Et je me suis dit, non, non, je vais continuer. Je me suis accrochée. J'ai fait tous les centres de langue de Tours pour redonner des cours d'espagnol, de français, de quoi que ce soit, mais il fallait absolument un contrat. Et j'ai réussi à obtenir des petits contrats par-ci, par-là. Et j'ai terminé ma thèse dans un état d'épuisement moral et physique assez impressionnant. Donc, ça a été la principale difficulté que j'ai eue. Donc, euh, un manque de, peut-être oui, j'ai senti que un manque de reconnaissement de la part de la préfecture. J'ai dit, mais comment c'est possible? Ils voient bien que je fais ma thèse, d'accord, je n'ai pas de contrat, mais voilà. Donc,
je n'ai pas du tout apprécié ce document-là, que j'aurais dû garder, mais je l'ai mis à la poubelle. Ouais. Et je reste, je finis avant. Et bon, après, tout s'est bien passé. Et ensuite, peut-être la difficulté que j'ai eue, et là, je dois remercier mon compagnon qui est à côté de moi depuis plus de 20 ans, parce que je n'étais pas toujours à l'aise avec le français et, et je me posais beaucoup de questions. J'écrivais. Bon, aujourd'hui, c'est très difficile à dire, mais quand je travaille sur ma recherche, je pense en français. euh, j'ai plus de facilité à rédiger quelque chose en français qu'en espagnol. Eh oui. Mais j'ai aucune confiance en moi, par contre. Ouais. Donc, il faut absolument que je demande, Franck, est-ce que ça se dit? Oui, Diana, ça se dit. OK. Donc, et un manque de confiance énorme par rapport à ce que j'écrivais. Et donc, mon compagnon, Franck, il a tout lu, il a tout relu. Et je crois que c'est à cette époque-là que, quand il a commencé à lire mes textes, que j'ai appris le mot charabia. Parce que des fois, il me disait, c'est du charabia. Et donc, je reprenais, il me disait, ah, là, c'est plus clair, mais tu veux dire quoi? Et donc, euh, aujourd'hui, je me pose encore beaucoup de questions hein, sur le français, ça se dit, ça se dit pas. J'ai plus de confiance en moi, mais la langue, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et lors de ma soutenance, ça a été très agréable parce que Franck a beaucoup corrigé mes fautes, des fois des fautes de syntaxe ou de vocabulaire, ou c'est surtout les prépositions. Eh Voilà, oui. c'est toujours un souci avec ça. Mais quand j'ai eu à la soutenance, j'ai eu vraiment, j'étais agréablement surprise parce que une des membres du jury, Madame Colin de Lavaux, m'a dit quand on vous entend parler français, on voit que vous avez écrit votre thèse et qu'on ne vous l'a pas écrite et vous n'avez pas fait traduire. Vous l'avez Ouais. faite vous-même. Et c'est vrai que ça a été, là, ça a été un peu un aboutissement parce que je me dis, tout le mal que je me suis donné, il se voit. Voilà. Donc, c'est la deuxième difficulté. Sinon, non, une passion, cette thèse, une passion, un projet fou. Et donc, à part, malheureusement, il y a toujours, on revient à l'aspect financier, mais à part l'aspect financier, je n'ai pas rencontré de difficultés. Alors, tu as beaucoup anticipé sur les 2 questions d'après, mais c'est parfait, comme ça tu me fais une entrée en matière. Est-ce que tu peux nous parler on va parler de la soutenance. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, donc justement, Madame Anne Colin de Lavaux, qui était enseignante à l'IHEAL, Françoise Aubès, donc, qui était enseignante à Nanterre, et Monsieur Alfredo Gomez-Muller, qui était enseignant à Tours. Voilà et Andrés Vansar, évidemment, mon directeur de recherche. Donc, j'ai un petit jury. Et alors, à part, la grande satisfaction d'avoir, dominé l'Everest, d'écrire dans une langue qui n'est pas la sienne, parce qu'il y a quand même une différence entre la parler bien et l'écrire bien. Ça, c'est vraiment difficile, le passage à l'écriture. Quels sont les souvenirs que tu gardes de cette journée, de la soutenance en particulier? Alors, c'est très beau, c'est un beau jour. Il faisait très froid, 9 décembre 2009. Il faisait très, très, très froid. Et j'avais mis, pour ne pas avoir froid, j'avais mis un collant sous mon pantalon. Et donc, du coup, pendant la thèse, j'avais très chaud. J'avais chaud. Je me disais, mon Dieu, quelle mauvaise idée j'ai eue. Et donc, ça me restera dans la tête parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas, en fait. On arrive, j'avais très froid, je voulais être à l'aise, je mets mon collant, mais après, j'avais très chaud. Et ça m'est resté parce que moi, je suis quelqu'un, je rougis très vite. Par timidité ou quand je suis contente ou même quand je parle, je rougis très vite. Donc là, j'imagine que je devais être devant le jury comme une tomate avec mes joues bien rouges et c'est un très beau jour. C'est un très beau jour. J'ai réussi à... Évidemment, je m'étais entraînée, mon pauvre Franck. Je pense, je ne sais pas combien de fois il m'a entendu répéter mon speech, hein. Mais mais j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose, un accomplissement réel, de voir des amis qui étaient là, de voir le jury, de me dire, tu es arrivé en France à 19 ans. Et là, tu es en train de soutenir ta thèse et c'est une fierté. Je
je veux le dire parce que c'était tellement difficile que c'était un accomplissement pour moi et ça a été une très belle journée, une super journée. Et je crois que des fois, on dit un petit peu en rigolant, c'est comme un enfant qui naît, cette thèse. Je crois que oui, 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 oui. On donne beaucoup en fait. On laisse beaucoup de nous dans ce travail-là. Et ce jour-là, tout se termine et on se dit qu'il y a autre chose qui va commencer, mais avec la fierté de d'avoir terminé. Donc c'est un très, très beau jour. Et est-ce que tu as pu t'empêcher de verser une petite larme? Non, je crois que me connaissant, j'ai versé plusieurs. Non, j'étais très émue. J'étais très émue et j'avais mes amis qui étaient là et j'ai des amis qui ont vécu, qui vivaient à l'époque la même chose dans d'autres domaines. Ils sont historiens de l'art et qui passaient par les mêmes, par ce que je vivais. Et donc, ils étaient là à me soutenir parce qu'ils savaient à quel point c'est difficile. Et donc, j'étais extrêmement émue. Ce jour-là, oui, je crois que j'ai dû bien pleurer pour évacuer toute la tension. Bon. Alors, la question d'après, là aussi, tu l'as un peu anticipée, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui, donc tu vois bien plus de 10 ans, 15 ans maintenant d'ailleurs, après la soutenance, continue d'être influencée par ce travail. Tu as dit toi-même, «Je continue à travailler sur les questions environnementales parce que j'ai encore plus compris, plus le temps passe, plus je comprends comment elles sont stratégiques, que tout le reste finalement, c'est jamais que satellite». Et tu as dit quelque chose, c'est une grande chance, que de toute façon, tu as la liberté totale de faire ce que tu veux dans tes cours et que donc tu peux relier les 2. Voilà. Est-ce que tu aurais un exemple concret de ce que tu peux faire en cours et qui est en relation étroite avec ta recherche? Oui, un exemple très clair, c'est justement l'économie sociale et solidaire. Parce qu'en travaillant sur la question du développement et en travaillant sur la question du buen vivir, l'Équateur, je le disais tout à l'heure, a aussi mis en place ce dispositif d'aide à l'économie sociale et solidaire. Donc, mes étudiants, ce sont des étudiants de commerce, de techniques de commercialisation. Et donc, par exemple, ils voient du marketing, de la logistique, de la communication commerciale pour les autres cours. Et donc, moi, j'aime introduire un peu d'humanité ou d'éthique ou de responsabilité dans leur formation. Et donc, je le fais avec des sujets concrets comme l'économie sociale et solidaire, en leur montrant qu'il y a autre chose que, que l'économie traditionnelle ou conventionnelle. Mmh. Et ça les intéresse beaucoup, ils sont passionnés par ça. Et je travaille aussi grâce à mes recherches. Je voulais absolument, et alors ça, c'est parce on n'arrête jamais hein, les recherches, on est tout le temps en train de cogiter sur comment utiliser nos recherches dans les cours, parce que je pense que c'est passionnant pour les étudiants de nous écouter lorsqu'on transmet des choses auxquelles on croit. Et donc, je voulais absolument trouver un lien entre l'entreprise et l'éthique, la responsabilité environnementale, sociale. Et donc, j'ai découvert il y a quelques années cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, du coup, j'intègre aussi dans mes cours cette RSE pour que les étudiants puissent voir. Donc là ça me permet d'expliquer le concept de développement, les Oui. différences avec les concepts de croissance, comment une entreprise peut être responsable, pourquoi elle ne l'est pas. Et donc, du coup, je crée plein des petits ponts comme ça. Quand je travaille, par exemple, sur le tourisme, j'aime bien montrer le tourisme et l'écotourisme, avec les Ouais. conséquences du tourisme de masse et évidemment les alternatives qu'on peut avoir avec l'écotourisme. Et voilà, donc je joue un petit peu euh, en ce sens-là. Et alors quand arrive le 1er cours, ils savent où c'est l'Équateur? Non, 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 peu. Non, c'est un petit pays assez méconnu, mais je crois que à la fin de l'année, ils connaissent bien, ils connaissent que ça. Donc non, ça me permet quand même voilà, de parler de l'Équateur, de le comparer avec les autres pays d'Amérique latine,
où il y a aussi des changements, des choses très intéressantes. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup en fait l'enseignement en IUT parce que on peut faire beaucoup de comparaisons Mais oui, et on peut prendre beaucoup de pays et montrer comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe en Équateur, en Colombie, sur un même sujet. Et donc, ça exige beaucoup de travail en amont parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, hein. Donc, je ne suis pas non plus spécialiste de tous les pays d'Amérique latine. Donc, il y a un travail en amont très important pour pouvoir donner aux étudiants euh, un point de vue sur les différentes régions hispanophones. ouais, bien sûr, pour avoir une vision un peu panoramique du phénomène dont tu parles. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'aime beaucoup parce que ça me permet aussi de parler beaucoup de la Guinée équatoriale, parce qu'on parle espagnol aussi et que les Mais étudiants oui. ne le savent pas, et qu'il y a des sujets très intéressants sur l'environnement et sur la question sociétale en Afrique aussi. Et donc, pas la Guinée équatoriale, ça me permet aussi d'ouvrir un petit peu la, la perspective dans les cours. Alors, est-ce que tu as relu ta thèse? C'est la question qu'il ne faut pas poser. Ah, d'accord. Bah, c'est une question problématique pour beaucoup. Parce que non seulement je l'ai relu, mais c'est que j'ai voulu me traduire. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ouais. Parce que j'avais la proposition de l'éditeur Avi Ayala en Équateur de publier ma thèse. Et donc, j'ai commencé à le faire. Mais comme je l'ai terminé en 2009, tellement de choses se sont passées entre 2009 et 2012 où je commençais à vouloir publier cette thèse parce que quand j'ai eu de la chance d'avoir mon poste juste après ma thèse. Donc en 2010, j'ai eu mon poste de maître de conférence à Bordeaux et j'avoue que les 2 premières années, je me suis consacrée aux cours pour construire mes cours, faire mes cours et j'ai fait un tout petit peu de pause par rapport à la recherche. J'étais un peu saturée, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fini Ouais. avec un épuisement moral, intellectuel les derniers mois très chargés. Et donc, les premières années, je n'ai pas cherché forcément à travailler dessus. Mais en 2012, j'ai eu cette proposition-là de la publier en espagnol. Et donc, j'ai commencé à traduire. C'était, non, c'était pire en fait. L'écrire, c'était simple à côté. Traduire, c'était très compliqué. Donc, ce que j'ai fait, parce que je savais que je n'aurais pas le courage de la traduire en totalité, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relu plusieurs fois et j'ai fait des publications sur des parties de ma thèse. Voilà. Et donc là, j'ai pu le faire en français et en espagnol, en actualisant, parce que cette publication me demandait de traduire en même temps de mettre à jour beaucoup de choses, beaucoup de chiffres. J'avais énormément de chiffres. Je me voyais, sincèrement, je ne me voyais pas me pencher sur les statistiques. Donc, j'ai quand même perdu 2 ans à vouloir le faire, hein. Mm. J'ai perdu 2 ans à vouloir le faire. Donc, après, je dis, non, il faut que j'arrête. Je perds du temps et je ne progresse pas sur autre chose. Bien Donc, sûr. un jour, je me suis dit, j'arrête, je publie des articles et voilà. Et alors, la thèse, elle est où chez toi? Elle est dans ton bureau, là derrière, dans l'étagère derrière toi, elle est à la cave, elle est... Voilà, elle est là. Elle est Ah, à côté de moi. Elle est d'accord. juste à côté de moi. Elle est juste à Ah, côté de moi. d'accord. Euh, Donc, elle est près physiquement, près physiquement et près de ton cœur symboliquement, alors. oui, et surtout parce que, je le disais tout à l'heure, j'ai fait un sacré travail de bibliographie et que quand j'ai des doutes, je vais les chercher là parce que je sais que, parce que je dis non, ça je sais, je l'ai là. Et c'est vrai, je cherche et c'est là que je le trouve. Donc je vais plus vite d'aller chercher dans ma thèse que me mettre à chercher même sur Internet. Je dis, ah, je sais que j'ai travaillé sur ça, donc je l'utilise beaucoup. Je l'utilise D'accord. beaucoup. Euh, Donc, donc, on ne peut pas dire qu'elle prend la poussière chez toi. non, non, elle prend pas- non, 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 pas trop. Ok. Alors, à part de se trouver un Andrés et un Franck, donc tu vois des piliers solides dans sa vie, intellectuelle et affective, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? 3 conseils. Je crois que le premier, c'est le financement.
ne pas se lancer sans un financement parce que ça devient une souffrance. Une souffrance parce qu'on a envie de faire, de faire une thèse, parce qu'on a envie de la mener à bout et que sans un financement, ça devient très compliqué, où il faut vraiment avoir quelqu'un derrière pour avoir un soutien moral important, mais chercher avant un financement par l'école doctorale, peut-être. Je sais que après, ça dépend évidemment de l'étudiant. Moi, je n'ai pas eu d'aide parce que j'étais équatorienne. Et en fait, en tant qu'équatorienne, je n'avais pas accès aux bourses européennes ni aux bourses. Voilà, donc ça a été compliqué. Et en Équateur, je n'avais pas besoin de bourse parce que j'étais une étudiante privilégiée qui fait ses études en France. Bien sûr. Donc, j'étais nulle part, en fait. Se créer un réseau, deuxième conseil. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une thèse très solitaire où je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas peut-être eu la capacité à créer un réseau. Tu me posais la question, est-ce que d'autres personnes ont compté un petit peu pour toi? Je regrette de ne pas être allée vers les autres plus. Je suis restée un petit peu dans mon coin, aussi peut-être par timidité, euh, mais il faut se créer un réseau. Je pense qu'il faut se créer un réseau pour discuter sur ces sujets, les sujets de la thèse, pour voir comment les autres font, pour avoir des conseils. Oui. Et le troisième conseil que je donne, parce que je ne l'ai pas fait moi, parce que je ne savais pas, et Andrés non plus n'a pas pensé à le faire, mais ça se fait depuis très longtemps finalement, c'est l'éco-direction. Je crois que quand on travaille sur un pays comme l'Équateur où on est loin et qu'on travaille et qu'on veut aller faire des recherches là-bas, moi je trouve que la co-direction c'est très très bien parce que la personne là-bas va t'introduire dans le milieu scientifique là-bas, alors que moi j'avais personne pour m'introduire nulle part. Mm. Et donc, le directeur dans le pays d'études va pouvoir aider l'étudiant à se faire un réseau. Je pense que c'est important. C'est très, très important. Une codirection, je trouve ça pratique et enrichissant. Oui, en plus, il y a des méthodologies qui sont pas tout à fait les mêmes et c'est complémentaire dans ton C'est vraiment approche de ton sujet. complémentaire. Mais oui, bien Voilà, sûr. c'est vraiment complémentaire. Ouais. Donc, moi, j'ai eu de la chance dans le sens où Andrés, comme il est, c'est un Belge, chilien, vénézuélien qui a prévenu en France. Donc, et lui, c'est l'interculturalité en personne. Donc, il m'a beaucoup aidé à comprendre ces différentes façons de faire. Mais je crois qu'avec un co-directeur, j'aurais pu avoir accès à autre chose parce qu'en solitaire, c'est un peu plus compliqué. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire? C'est-à-dire, rétrospectivement, tu en penses quoi de cette accroche de ton travail? Alors, la première page. Tu prends l'introduction. Oui, je prends l'introduction. Alors, au cours de ces 10 dernières années, la plupart des pays ont connu une forte détérioration de leur situation économique, sociale et environnementale. Les politiques économiques qui prônent la croissance n'ont pas permis d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Bien au contraire, les inégalités de revenus entre pays et entre individus ont été renforcées par l'ultralibéralisation des marchés. Parallèlement aux problèmes sociaux engendrés par le modèle néolibéral, on assiste aujourd'hui à une dégradation accélérée de l'environnement. Au nom du développement, les économies nationales ont privilégié la surproduction de biens et de services au détriment de l'équilibre écologique. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Que ça n'a pas changé, je suis dépitée. Et je me dis que, et je me dis que c'est dommage parce que en même temps, je me dis que j'avais un sujet au nord, hein, parce que finalement, c'est tellement d'actualité mais ce qui me fait de la peine, c'est que c'est toujours d'actualité, que Mmh. ça n'a pas changé et que les sommets de la Terre se suivent, ils se ressemblent tous et qu'il n'y a pas de réel changement et qu'on se retrouve aujourd'hui. En fait, moi, je m'inquiétais déjà pour ça. Je démontrais déjà que les dysfonctionnements qu'il y avait dans le modèle actuel et que finalement, malheureusement, ni en Équateur,
ni de manière globale, les choses n'ont bougé. Ça bouge petit à petit, mais je crois que c'est ce qui est triste, c'est qu'il n'y ait pas un réel changement de modèle. Alors quoi, il faut en déduire que nos recherches ne servent à rien? La mienne, peut-être qu'elle n'a servi à rien. En fait, non, je crois je crois que je reviens toujours à la recherche-action. C'est que je crois que le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que les politiques n'ont pas le temps de faire la recherche et les chercheurs n'ont pas de pouvoir politique. Donc, du coup, le jour où on se mettra d'accord et qu'on travaillera ensemble, les choses pourraient changer. Mais donc, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il y a encore un fossé énorme entre l'académie, la recherche et la politique, la mise en place de politique. Donc, je crois que pourtant, les publications ne manquent pas. Ce qu'on produit, les choses qui sont produites depuis l'instant de ma thèse sur les sujets, on publie de plus en plus sur ces sujets-là, on en parle de plus en plus. Maintenant, ce sont des sujets qu'on évoque au quotidien. Mais comme pour l'Équateur, à l'époque de ma thèse, au niveau mondial, il n'y a pas de traduction politique des recherches. À qui la faute? Je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de traduction politique de la recherche qui est faite. Euh, voilà. Bon, Mais tu veux pas qu'on finisse sur une note d'espoir? Trouve-nous quelque chose pour finir bien. moi, je suis super optimiste. Hein. Je me dis que de toute façon, on n'a plus le temps pour être pessimiste. Et je reprends l'expression, je crois que c'est Yann Arthur Bertrand qui le dit, on n'a plus le temps d'être pessimiste. Donc, moi, je pense que dans le cadre de la recherche, il faut continuer à, à se bouger, à publier, à faire des recherches. Il ne faut pas qu'on arrête et essayer, nous, de peut-être aller vers la politique, parce que la politique ne viendra pas vers nous. Mais après, le souci, c'est qu'après, est-ce qu'en tant qu'universitaire, on peut aller se mêler de politique? Peut-être que ça serait la solution de créer des liens, mais en fait, oui, en fait, le constat global est négatif. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses bougent par justement des petites actions qui se font dans les différents pays, dans les différentes villes. Donc, je reste optimiste par rapport à la prise de conscience. Ça, je reste très positive. Alors, on s'en tient à un slogan, amis universitaires, mêlez-vous de politique. Voilà. Ça te va? Exactement. Ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Voilà. Je Très pense bien. qu'on devrait être plus présent. Je pense qu'on devrait être plus présent. Après, par quel mécanisme, je ne sais pas. Mais je pense que le lien entre la recherche et la politique, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Bon. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, Diana, pour cet entretien. J'aime beaucoup comment tu parles de ton parcours, de ta recherche. Il y a une dimension intellectuelle et une grande dimension, et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, dans ma bouche, sensible. Et vraiment, j'apprécie beaucoup comment tu en as parlé. Et merci d'avoir accepté de participer au projet Ma Thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Caroline, parce que ça m'a permis de revenir sur cette thèse, même si je l'ai toujours à côté de moi. Ça permet un petit peu de voir le chemin parcouru et voir où on en est, voir finalement que c'est toujours là et que l'enseignant-chercheur que je suis maintenant dépend de ces recherches-là, en fait, parce que je suis toujours accrochée à ces problèmes-là, à ces problématiques-là. Et, euh, et merci de m'avoir permis de partager avec vous et peut-être aux étudiants qui vont écouter cette vidéo, de voir que c'est une thèse, c'est très humain aussi. C'est très humain. Et, euh, et qu'il faut s'entourer des gens qui t'aident et qui sont un soutien parce qu'on a besoin de beaucoup de patience. Il faut, voilà. Et d'amour. Et d'amour. Patience, amour, c'est vrai. Et amitié. Et amitié, oui, 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 oui. Seul, on va pas très loin. On ne va pas très loin. Et il faut s'entourer des bonnes personnes et pas seulement intellectuellement, pédagogiquement. Je pense que
ce qui te fait tenir pour une thèse qui est un exercice très long, c'est aussi l'entourage, évidemment, amical et la famille. Donc, c'est un beau projet. J'encourage ceux qui ont envie de faire la recherche. Il faut le faire, bien la préparer pour ne pas avoir de surprises, pour ne pas être confronté à des situations difficiles. Mais c'est tellement beau de faire de la recherche. C'est épanouissant. Donc, je les encourage. Merci beaucoup, Diana. Merci.